Est-ce qu'on fait ça? Oui, d'accord. Pardon. Les journalistes, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Rapidement, donc vous avez 2 minutes pour palier et puis vous installez rapidement pour aller 2 minutes, s'il vous plaît. C'est que les photos sont associées à notre propre étudiant rapidement. C'est bon? Non, c'est pas question de bon, on fait vite, en fait, c'est les principes que j'ai parlé. Les milieux photos, tu vas voir, ils vont regarder. Les autres sortez si vous n'avez pas quelque chose à faire, s'il vous plaît. Prenez les photos, les images de vous. C'est bon? Alors installez les caméras, poussez-vous, laissez les autres regarder. Akaniwa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne voulais pas intervenir, mais je suis obligé. On arrête. Parce que nous pas faire les mentions objectives, les gens qui avec vous, c'est pas bon. Alors donc installez-vous maintenant. Vous installez les caméras, vous sortez quand vous laissez les sens pour que les autres les regardent. C'est bon? C'est bon? Madame, prenez les photos, installez-vous maintenant. C'est bon les journalistes, s'il vous plaît. Continuez là. Monsieur le Président, nous demandons aux uns et aux autres de vous installer rapidement. Donc nous remercions les uns et les autres pour la circonstance. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier. Aux camarades journalistes qui ont fait les déplacements, chers confrères, bonjour. Invités à vos grades, bonjour à tout le monde. Le président, remercions les uns et les autres pour le déplacement. Mesdames et messieurs, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de discours, nous allons camper. Il y aura une conférence de presse. Et la conférence de presse ne durera que 35 à 40 minutes. Et donc, aux uns et aux autres, de préciser les questions, d'être pointus, on pose des questions et on termine pour 45 minutes. Mais compte tenu de la circonstance, compte tenu de la situation, nous demandons aux uns et aux autres, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le président se met sur place. Il y a eu effectivement beaucoup de morts au nord du Mali dans cette dernière temps. Mais permettez-nous, avant de commencer, parce qu'à notre façon de faire, nous vous remercions les uns et les autres, sans autre discours, de donner la parole au président Soumaïla Cissé et de remercier les gens et de commencer en donnant directement la conférence de presse. Merci, monsieur le président. Vous avez la parole. Merci bien. Mesdames et messieurs les journalistes, professeurs, ça ne marche pas bien. Il y a tellement de micros, mais... Une minute de silence. Mesdames et messieurs les journalistes,
professionnels, personnalités des médias, camarades militants et sympathisants du FSD et les partis membres de l'opposition, honorables invités, Général Cinco, Mesdames et Messieurs, pour Malamine Keïta, Londi Dambélé, Modibo Guindo, Abdulkader Traoré, Salif Traoré, Bilal Agal Fousseini Doumbia, Smaouro Adama, Mahamadou Touré, Tombé Nouhoum, Alassane Dambélé et leurs 44 compagnons tombés à Indelamine, mais aussi pour leurs camarades fauchés dans la fleur de l'âge, à Djoura, Mondoro, Boulikessi. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de recueillement et de prière. Merci bien. Mesdames et Messieurs, conscient de ses responsabilités, le FSD a toujours manifesté sa solidarité envers nos forces de défense et de sécurité et sa compassion à l'endroit des familles et frères d'armes des soldats tombés sur le champ d'honneur. L'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité, l'impérieuse nécessité de préserver et de renforcer le moral des troupes ont constitué notre seule ligne de conduite, notre credo. Nous continuerons à respecter ces règles de conduite, même si l'évolution meurtrière de la situation sécuritaire dans notre pays nous impose aujourd'hui de nous assumer pleinement et de dénoncer la lourde et entière responsabilité du président de la République et de son gouvernement dans la gestion de la crise que notre pays connaît. En effet, nommer 6 ministres de la Défense, presque autant de chefs d'état-major des armées en 6 années dans un pays en guerre, fermer les yeux et couvrir des détournements des deniers publics à large échelle et à ciel ouvert sur les allocations budgétaires destinées à l'achat d'équipements et de matériel militaire. Ne rien entreprendre pour enrayer la corruption qui règne en maître à tous les niveaux, et en particulier au niveau de certains hauts gradés de nos forces de défense et de sécurité ou de responsables politiques ou étatiques connus de tous. Banaliser la mort de milliers de victimes, civiles et militaires, et en cacher le nombre réel et par conséquent briser le moral de la troupe et des familles. Être incapable d'avoir une couverture aérienne performante et le minimum d'équipement pour l'engagement et la protection de nos troupes sont entre autres des faits qui engagent manifestement la responsabilité du chef suprême des armées. Mesdames et messieurs, nous sommes en guerre, oui, nous sommes en guerre. Aussi, le FSD exige un audit financier et comptable dans les plus brefs délais sur l'utilisation des 1230 milliards votés à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de programmation militaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Une enquête sérieuse sur la livraison, l'état et la disponibilité des équipements militaires. Une enquête sérieuse sur l'absence de points d'eau dans la plupart des postes de sécurité. La corvée d'eau étant la cause de multiples morts.
Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant vous parler spécifiquement de notre armée, de nos soldats et de leurs familles. Notre armée sert de cible quotidienne à des terroristes qui multiplient tant les exactions, les agressions que les massacres, afin de saper à travers elles non seulement le moral de toutes les populations maliennes, mais aussi les fondations mêmes de notre République. Chaque soldat des FAMA qui tombe pour notre patrie est une vie sacrifiée pour la défendre, ainsi que la communauté de sœurs et frères, fils et filles, mères et pères de notre nation. Chaque soldat des FAMA qui tombe pour notre patrie est une vie sacrifiée afin que notre nation reste debout, en dignité et en solidarité, face à l'adversité la plus perverse, la plus immonde et la plus meurtrière. Combien de minutes de silence avons-nous déjà observé en la mémoire de nos militaires depuis plus de 6 ans? Et s'additionnent en heures, trop d'heures, des ténèbres, des nuits qui attristent et agressent nos pensées. Pour cela, il faut éviter le piège visant à stigmatiser l'armée. Il faut éviter le piège visant à saper le moral de notre armée. Il faut éviter le piège visant à dévaloriser notre armée. Mesdames et messieurs, croyez-vous vraiment? Croyez-vous que c'est un plaisir pour nos braves soldats d'aller mourir sur les champs de bataille? Croyez-vous que les femmes et les enfants des militaires sont heureux d'apprendre le décès de leur mari et père? Non. Non et non. L'armée n'est pas un électron libre. L'armée n'est pas un corps isolé, différent des autres corps de la société. Non, l'armée, notre vaillante armée, est victime de l'insouciance et de la gabegie du régime. Elle souffre de la même maladie que les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, de l'élevage, de la culture, en un mot, tous les secteurs d'activité. Cette maladie, nous la connaissons toutes, elle s'appelle la malgouvernance. La malgouvernance n'est pourtant pas une fatalité, mais la belle gouvernance, la bonne gouvernance, n'est pas non plus un fait du hasard. La bonne gouvernance se réfléchit, se planifie et se gère. La bonne gouvernance exige l'obligation de rendre compte pour nous éviter de faire du Mali un bateau ivre. La bonne gouvernance, c'est qui tienne fermement la barre en nos troubles. Le Mali, quelqu'un l'a dit avant moi, peut tanguer, mais ne doit jamais chavirer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes en guerre. Que de sacrifices consentis par nos soldats et leurs familles, que de vies arrachées à l'affection de leurs parents dans la fleur de l'âge, que de veuves éplorées, que de mamans endeuillées, que d'orphelins qui ne connaîtront pas l'affection d'un papa. Aussi, je propose que nous acceptions à notre tour, chaque Malienne, chaque Malien, de faire un sacrifice en direction de notre armée et des familles de nos soldats. La nation malienne doit être reconnaissante. Des dispositions doivent être prises pour qu'un cimetière militaire national soit érigé pour accueillir nos soldats morts pour la patrie. Ce cimetière militaire national servira de lieu de recueillement et de souvenir.
qu'un carré des martyrs soit érigé chaque fois que cela est utile dans les différents cimetières, qu'un mémorial du souvenir soit également érigé. Nos soldats doivent bénéficier d'un statut spécial, le statut de mort pour le service de la nation. À ce titre, leur épouse ou époux bénéficient d'une pension de réversion totale pour le reste de leur vie. Leurs enfants bénéficient par ailleurs du statut de pupille de la nation, qui permet notamment une exonération totale des frais de scolarité, y compris dans l'enseignement supérieur, et un accès prioritaire à certains emplois dans l'administration. La nation malienne doit être une nation solidaire, une nation généreuse, une nation reconnaissante. Mesdames et messieurs, les Maliennes et les Maliens ont suffisamment encaissé. Le temps de dire non, ça suffit, est venu. Et nous le disons haut et fort, mais nous ne le disons pas seuls et pour nous seuls. Nous disons non, ça suffit pour cette majorité silencieuse qui attend que nous lui montrions le chemin. Ça suffit avec les veuves et les orphelins. Des atrocités quotidiennes au nord, au centre et ailleurs au Mali. Nous disons non, ça suffit avec toutes les forces politiques et sociales engagées aujourd'hui de nous retrouver pour le Mali. Nous disons non, ça suffit pour ne plus être la risée de nos voisins et de la communauté internationale. Nous ne nous mettrons plus à le dire et à dénoncer. Nous allons agir. Et nous entendons agir avec tous les patriotes aujourd'hui engagés pour la survie du Mali. Vive les FAMA, vive toutes les forces de défense et de sécurité. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Bon, nous, c'est bon. Merci. Donc, les journalistes, vous avez des questions? Comme on a la première fois après, donc maintenant, rapidement, on va aller pour les questions. Oui, c'est dans le discours. Je me suis couché à 4 heures. Parce qu'il faut montrer qu'on s'occupe des gens. Très bien. C'est fait le plus difficile. Les bambarophones, même Choguel est devenu bambarophone. Tout ce qui croyait que... Oui. Donnez les noms, je ne vois pas comme ça. Qui? Donnez-moi les noms. L'organe. Quelle aventure, le jour. C'est fait. Je dis c'est fait. C'est bon? C'est bon? L'organe. C'est moi. Alors? C'est bon, les journalistes? Je dis que c'est fait. C'est pas le problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Je commence par Carrefour. Venez ici, ce n'est pas à vous de décider. Nous, on n'est pas dans un camp militaire. Il faut les rappeler qu'on n'est pas dans un camp militaire. Bonjour. Ma première question s'adresse spécifiquement au chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïl Cissé. L'autre jour, il a dit qu'à sa demande, à la demande du président de la République,
Il est parti à sa rencontre. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est que lui et le président de la République se sont dit, il ne nous a pas dit ça. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que la ministre française des armées a dit que le Tchad est un partenaire fiable. Quel commentaire faites-vous par rapport à cela? Troisièmement, l'Union européenne, je ne sais pas, la France, avec le soutien de l'Union européenne, s'apprête à lancer l'opération Takuba. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas une solution de plus? Dans la mesure où ce ne serait pas une force de trop. Et pour terminer, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire affaire aux forces africaines? Parce qu'on a vu le travail magnifique que l'AMISOM a fait en Somalie, on a vu le travail magnifique que la brigade d'intervention rapide qui a été dépêchée par les pays de la SADC. Cette brigade de travail magnifique qu'elle a fait dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci. J'ai un peu piétiné. Salam. Merci. Amadou Sanatouré, Amadou Salam, lumière d'un peu plus pour le Congo. Bon, j'avais deux questions. Une est déjà prise en compte, donc maintenant je vais avec la dernière question. Monsieur le Président, réellement vous êtes là en tant qu'opposition ce matin. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport aux Maliens qui disent pourquoi vous allez marcher séparément? Parce que nous avons appris qu'il y aura la marche de l'opposition et de la majorité. Si c'est pour les Mali, pourquoi vous n'allez pas marcher ensemble? Voici ma question. Merci beaucoup. Merci à Radio Salam. Nous avons un Gabi, politicien musulman. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, Gabi. Bismillahirrahmanirrahim. Je salue le président de IRD ainsi que tous ses membres au présidium. J'ai une seule question. À la fin de votre discours, vous avez dit nous allons agir pour sauver la survie du Mali. Je crois que nous n'avons pas au drone. Maintenant, comment faire partir IBK d'ici 2020? Comment faire partir IBK et son gouvernement? Il y a eu trop de morts, monsieur le Président. Il y a eu trop de morts. Merci. Merci, monsieur Gabi. Notre printemps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivez, la récréation est terminée. Suivez. La récréation est bel et bien terminée, monsieur Ndogo. Allez-y. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Monsieur le Président, vous avez dit que la majorité silencieuse est là et elle attend. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le Président, pour réveiller cette majorité silencieuse? Elle a beaucoup attendu. Elle attend maintenant des coups de cravache pour sortir et dire trop, c'est trop. Et qui va donner ce coup de cravache? Deuxième question, monsieur le Président. Le président de la République l'a toujours dit dans ses discours. Nous sommes un pays en guerre. Oui, nous sommes un pays en guerre où une partie du Mali est en guerre. Quant à Bamako, ici, on fait des concerts. On fait des concerts, monsieur le Président. On fait des sourds alors que des Maliens sourds. Et on dit que le pays est en guerre. Est-ce que réellement, on sent ici à Bamako que le Mali est en guerre? Non, monsieur le Président, et j'attends votre réponse. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, pourtant on a pris en compte. Merci beaucoup. Le jour derrière, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mohamed Sangaré du journal Le Jour. Au nom de mon questionnaire, vous avez deux. J'aimerais savoir réellement, ça fait plus de 6 années respectives, l'honorable Soumaïla Cissé en tant que tel, avec le lot de ses opposants, sont là ici dans l'ensemble en train de dénoncer. J'aimerais savoir, au-delà de la dénonciation, que proposez-vous afin de nous faire sortir de ce naras sécuritaire? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, j'aimerais savoir, Soumaïla Cissé, l'honorable en tant que tel,
quelle est son appréciation concernant le DELI? Il s'agit là du dialogue national inclusif. Je vous remercie. Merci. Et enfin, c'est fini, non? Est-ce qu'il y a des mains? C'est-à-dire qu'Alimat n'avait pas de matière, exceptionnellement. Alors, vous avez la parole. Oui, après, donc, bonjour, je suis Alima Ben Touré, correspondante de FICA Télévision au Mali. J'ai une question pour Moussa Seko Koulibaly. Depuis quelques jours, depuis un certain temps, on a remarqué que vous faites des tweets qui sont au-dessus de la réalité sur les réseaux sociaux et tout. Et on est aussi au courant de votre interpellation, votre dernière interpellation. Et beaucoup d'internautes maliens vous reprochent le fait d'avoir démissionné de l'armée et de vous plaindre de la situation actuelle de l'armée. On estime que vous auriez pu rester au sein de cette armée-là et apporter plus au Mali que d'être homme politique. Et vous n'avez jamais répondu à cette question-là. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous de nous dire quelle est la différence entre Moussa Seko Koulibaly général et Moussa Seko Koulibaly homme politique. Voilà. Merci, Madame. Témoin. Demandez le micro. C'est bon, de nous. Comment vas-tu? Tu vas bien? La question s'adresse au chef d'équipe de l'opposition. Vous venez de reprendre une phrase du président de la République pour croire que le Mali est en guerre. Et toute chose que vous avez à dénoncer. Bon, je dirais, le Mali est en guerre, pareil, il semble que l'armée manque de soutien aérien. Et toutes choses que vous avez à dénoncer par rapport aux avions coulés au sol. Et la semaine dernière, vous avez échangé avec la commission distribuée à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que l'enquête est en bon droit? C'est bon. Ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, je me rappelle en 2018, on qualifiait des amis de circonstance. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a SD et FLD. Est-ce que ça veut dire que le divorce est consommé entre le chef de file et son directeur de campagne? Merci. Son ancien directeur. Merci pour le... Ici, on répond à ces questions et on vous prévient après. Merci d'accepter. Monsieur le Président, vous avez la parole. Les journalistes, il y a tous les mouvements de parole. Les nouvelles forces annoncées par... On commence par qui, Monsieur le Président? Merci beaucoup, Monsieur les journalistes et Madame les journalistes. Ça ne marche pas. Celui-là, il ne marche pas. Ah, si tu gardes le micro là-bas. C'est l'image du pays. L'image de la presse. Enlève celle-là. Nimboy. Bien, merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos questions et surtout pour leur pertinence. Tous ceux qui sont au Présidium sont habilités à répondre et je crois qu'on va profiter de leur expérience et de leur science. Ça marche pas? Ok. Je vais commencer par passer la parole au général Seko pour 2 ou 3 questions qui lui sont adressées. Et puis il peut nous donner son avis sur les questions de Koba concernant le Tchad et l'opération Takuba. Takuba, ça veut dire sabre en Soraï et en Tamaché. Non, reste là-dessus. Tu veux aller là-bas? Ok. Voilà, il va se faire. C'est une bonne idée. Là. Non, c'est ce que vous allez faire.
Si vous voulez, on va tous reprendre le public. Non, c'est bon, là où vous êtes. C'est mieux ici. D'accord, bon, je relance. Vous allez vous débrouiller comme ça. Ok. Alors, on mettra le général ici. Ça peut aller, sans micro. Ça peut aller. Vous avez le son, c'est bon? C'est bon, allez-y. Ok. Permettez-moi de dire bonjour à tout le monde, de remercier le Front pour la sauvegarde de la démocratie pour l'invitation qui nous a été adressée. Je suis là ici aujourd'hui au nom de la Ligue démocratique pour le changement. Je n'étais pas supposé prendre la parole, mais puisqu'on me donne l'opportunité, permettez-moi de dire quelques mots. Je pense que nous sommes là pour dénoncer une situation, désigner les responsables, désigner les coupables et comment faire en sorte que ces régimes-là puissent changer. Je pense qu'on est là pour ça. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, pour nous l'avons dit depuis très longtemps, que le régime qui est là est incapable de gouverner ce pays et que nous demandons le changement. La voie la plus simple, nous l'avons tout le temps demandé, comme quelqu'un a parlé de tweets, nous avons demandé au président Ibeka de démissionner. Ça fait partie des règles. S'il dit qu'il aime ce pays, s'il dit qu'il ne veut pas être partie du problème, or il est aujourd'hui partie du problème, il peut nous aider à trouver la solution en démissionnant. Et pour nous permettre de donner une nouvelle direction à la marche de ce pays. Moi, je pense que ceux qui pensent que l'armée est en cause, parce que la question, c'est un peu ça. Dire un général qui quitte l'armée, or il peut être à l'intérieur. L'armée n'est pas en cause. Qui détourne les fonds destinés à l'armée? Qui envoie nos soldats au front sans armes? Qui envoie nos soldats au front sans entraînement, sans munitions? Ce n'est pas les militaires. Les militaires, ils vont au front. Un militaire, c'est d'abord pour essayer de servir son pays, d'être utile à son pays. Un militaire, ce n'est pas aller faire acte de présence et puis être tué et après dire oui, je fais partie des morts. Non, ce n'est pas ça. L'armée, aujourd'hui, fait tout ce qu'elle peut pour essayer de défendre la nation. Moi, en tant que militaire, je dis militaire, d'abord, c'est servir. Même après militaire, on continue avec cet esprit. C'est ce que j'essaie de faire. Partout où j'ai été, et même de ma position actuellement, j'essaie de faire tout ce que je peux pour servir la nation malienne. J'essaie d'être utile. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui déplorent la situation actuelle, qui rêvent tout simplement d'un changement de régime. Et c'est ce que nous demandons au niveau de la Ligue démocratique pour le changement. Nous ne voulons pas autre chose. Si on peut changer le régime ce matin, nous serons très heureux de pouvoir le faire. Donc, ceux qui font le même constat que nous, qui pensent que la situation a dépassé tous les niveaux de dégradation possibles, qu'on est déjà dans le chaos, qu'on est déjà dans la guerre civile, qu'il est plus que urgent de trouver une autre solution, nous sommes aux côtés de toutes les personnes, hommes et femmes, maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, qui veulent aujourd'hui qu'on prenne une autre direction. Ma modeste contribution à l'effort de construction du pays sera toujours disponible. Je suis un Malien comme tous les autres. Je n'ai pas plus de prétentions, même si j'ai beaucoup d'ambition pour ce pays. Et je pense que nous, les Maliens, nous sommes capables de sortir le pays de la situation actuelle. C'est pourquoi j'ai une confiance et je suis optimiste et je me bats tous les matins
Je fais tous les efforts au quotidien pour essayer d'apporter ma petite contribution. Maintenant, les autres questions concernant peut-être la force nouvelle ou même les forces qui sont déjà en présence ici. Ce qui se passe actuellement avec la direction que nous avons, la gouvernance que nous avons, nous-mêmes, on est incapables de dire ce que nous voulons pour ce pays. Donc, ceux qui sont là pour essayer de nous aider, il est quasiment impossible de nous aider. Puisque nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons pour ce pays. Ou l'effort que nous devons faire pour ce pays, nous n'arrivons pas à le faire. Quelqu'un d'autre ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Si nous nous montrons que ce qui se passe à l'intérieur du pays, on est indifférent, que ce qui se passe à l'intérieur du pays, ça nous est égal, que la descente aux enfers peut continuer, alors les autres aussi ils vont patienter en disant quand ils vont devenir sérieux, nous allons commencer à les aider. C'est ce qui se passe. Personne n'a dit aux autorités maliennes de détourner les fonds destinés à l'armée, personne. Donc je pense que nous devons assumer notre part de responsabilité. Je pense que le problème des Maliens, c'est d'abord nous les Maliens. Nous devons nous mobiliser. Nous devons dire qu'il y a des choses qui se passent dans le pays que nous ne sommes pas d'accord et trouver tous les moyens possibles pour arrêter ces choses. Donc, permettez-moi d'avoir été, enfin, accepter mes excuses d'avoir été un peu long. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais tout simplement que nous n'acceptons pas ce qui se passe actuellement dans le pays et que nous travaillons, nous voulons le changement, nous allons travailler nuit et jour pour essayer d'obtenir ce changement pour le pays. Alors, je vais donner la parole à Polybas, c'est la première réaction. Merci. Et je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont là, parce que, encore une fois, il s'agit du Mali. Beaucoup de questions tournent autour de bon, vous dénoncez, qu'est-ce que vous proposez? Que faut-il faire? Faut-il prendre la cravache pour réveiller les gens? Beaucoup de choses tournent autour de cela. Donc, toutes les questions qui tournent autour de ça, je voudrais faire une intervention pour aider à éclaircir cela. D'abord, je suis d'accord avec le général Singo sur le fait que la guerre n'est pas le fait des seuls militaires. Les militaires à eux seuls ne pourront jamais gagner une guerre. L'histoire du monde le montre. Et donc, le président Smaïla a parlé de gouvernance comme la racine du mal. Et c'est la vérité. Maintenant, la question c'est, puisque certains le posent, qu'est-ce que vous faites pour qu'on sorte de là? Nous partons tous du constat que le peuple malien aujourd'hui est extrêmement en colère. Extrêmement en colère. Et certains nous reprochent de dire, en disant, oui, mais vous ne faites que répéter, dénoncer, dénoncer. Ces gens oublient une seule chose. L'extrême colère du peuple malien demande à être transformée en engagement au service du changement. Parce que si les gens restent en colère chez eux, le changement ne viendra jamais. Et nous, notre devoir de responsable politique, c'est de transformer cette colère en changement. Et c'est dans ce cadre-là que nous agissons ensemble. Que la conférence d'aujourd'hui et celles qui ont précédé s'inscrivent dans ce cadre-là. Mobiliser le peuple malien pour transformer sa colère en force du changement. Deuxième chose que je voudrais dire, le lien entre Ibeka et la défaite de notre armée n'est pas assez clair jusqu'à présent pour beaucoup de personnes. Et je voudrais dire deux mots là-dessus. D'abord, une victoire militaire, c'est des choix stratégiques. Qu'est-ce que Ibeka a choisi comme choix stratégique pour sortir notre pays de la difficulté, pour gagner la guerre? Il a choisi de cantonner nos troupes. Il a choisi de cantonner nos troupes
Est-ce que la stratégie de cantonnement peut permettre à une armée de gagner une guerre? Pour se faire tuer tous les jours comme des poulets dans le cantonnement? IBK a choisi de cantonner le groupe et de laisser la liberté aux terroristes, aux djihadistes, aux indépendancistes séparatistes pour mener la guerre. Les officiels l'ont déjà dit. C'est eux qui ont l'initiative du moment de la guerre, du lieu de la guerre et de la forme qu'ils entendent donner à cette guerre-là. Le général Clément l'a dit récemment. Est-ce que tu peux gagner contre un ennemi qui a l'initiative en tout? Nous sommes allés voir une veuve récemment avec le président Smoïla, Moutakata et Shogel. Qu'est-ce que les femmes nous ont dit là-bas? Nous sommes des femmes de soldats. Nous savons que nos maris sont là pour défendre le pays et nous nous attendons à ceux qui payent cela de leur vie. Mais ce que nous ne comprenons pas, le fond du problème, il est là. Est-ce que Manamana Fagali, ça fait partie des règles du jeu pour une armée? Quand un soldat meurt en Europe, tout le pays est au courant et cela peut importer un pouvoir. Chez nous ici, c'est des massacres quotidiens. Et si vous voulez comprendre les femmes de soldats, leur message c'est cela. Manamana Fagali, Ante Soama bien, Ante Soama Sini, et nous sommes d'accord avec elles sur ça. Personne ne peut accepter cela. IBK a choisi cette stratégie. Il a choisi la stratégie de sous-traiter la défense du pays à des milices armées et à la communauté internationale. La communauté internationale est là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous soutenir. Mais pas pour prendre la place des soldats maliens, cela ne marchera jamais. Voilà encore un autre choix majeur de IBK. Et dans ces conditions, il est le seul responsable de ce qui se passe. Il est l'unique responsable. Le président Smoïla a parlé d'obligation de rendre compte en matière de bonne gouvernance. Mais est-ce que IBK rend compte de ses résultats militaires aujourd'hui? Est-ce qu'il rend compte? Il ne rend pas compte. On massacre les soldats, on massacre les civils, l'insécurité est partout. On se contente de 3 jours de deuil national par-ci, mais il ne nous rend pas compte. Il ne nous dit pas pourquoi cela arrive. Il ne nous dit pas qui est responsable. Il ne peut pas le dire parce que le problème c'est lui. Quand tu choisis 6 chefs d'état-major en 5 ans, ministre de la Défense pareil, mais qui va rendre compte? Il est le seul. Et notre rencontre d'aujourd'hui, c'est de dire à IBK, il faut que tu rendes compte à la nation malienne, il faut que tu sois comptable de tes résultats militaires que tout le pays voit aujourd'hui. Et être comptable de la défaite pour un chef suprême des armées, je vous laisse tirer la conclusion. Un chef suprême des armées qui est tout le temps défait sur le champ de bataille, je vous laisse tirer la conclusion. Un capitaine dont l'équipe ne gagne jamais sur le terrain de football, je vous laisse tirer la conclusion. Je vous laisse tirer la conclusion. Et c'est cela que nous demandons au président IBK. J'en arrêterai à ce niveau en disant simplement que ceux qui doutent que mobiliser est nécessaire sont dans l'erreur. Nous ne sommes pas là pour dénoncer, nous sommes là pour mobiliser l'opinion nationale et internationale autour de la question de l'armée malienne. Sans ce soutien, l'armée malienne ne pourra pas gagner cette guerre-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je crois que l'essentiel a été dit. On va juste donner quelques compléments d'analyse pour bien éclairer les Maliens. Vous avez un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Deuxièmement, l'actuel chef de l'État avait été élu en 2013 sur la base d'une réputation. Vous savez qu'en politique, la réputation seule peut faire gagner quelqu'un. Ce n'est pas parce que son programme était meilleur à celui des autres. C'est la réputation d'homme à poigne, c'est la réputation de l'homme qui peut amener la paix au nord.
à 99%, c'est ce qui a justifié son élection en 2013. En ce moment, l'insécurité, c'était à Kidal. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il faut tirer la leçon comme Konimba l'a dit. La communauté internationale et les pays amis du Mali ont beau dire qu'ils vont nous aider, il ne faut pas se tromper. Il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité un pays qui a été libéré uniquement par l'extérieur. L'extérieur vient aider un peuple qui se bat pour se libérer. Il l'aide à faire aboutir son processus de libération. Lorsque celui qui est en danger lui-même, notre peuple qui est en danger, ne donne pas l'exemple par le comportement de ses dirigeants, les uns et les autres viennent d'en parler suffisamment. La malgouvernance avec toutes ses implications dans la gestion de l'armée. Lorsqu'on est dans une telle situation, la communauté internationale a beau s'engager, on a beau inventer des opérations, que ce soit Serval, Barkhane, Takuba, je ne suis pas sûr qu'aussi longtemps que les Maliens ne comptent sur leurs propres forces, sur leurs propres forces armées, qu'on va retrouver le bout du chemin. Les pays européens donnent l'exemple, tout le monde est dans l'OTAN. Est-ce qu'il y a un pays qui s'assoit pour confier toute sa défense à l'OTAN? Chacun développe son armée, chacun développe ses stratégies pour défendre son territoire. C'est ce qui nous manque cruellement au Mali. C'est ça la triste réalité. Vous savez, souvent au Mali, lorsque les discours se tiennent, il y a beaucoup d'analyses qui se précipitent pour dire qu'il y a eu du nouveau. Quand on a entendu le discours du chef de l'État le 4 novembre passé, il y a des commentateurs, notamment internationaux, qui disent qu'il y a un changement de stratégie, qu'il faut être plus offensif. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que c'est dans cette salle, en 2015, qu'un ancien ministre de la Défense qui cherchait à être Premier ministre a fait un exposé ici avec des tableaux devant les journalistes pour expliquer, en tant qu'expert militaire, disait-on, que le grand problème de l'armée malienne, c'est qu'elle est statique. Il faut qu'elle passe à l'offensive. C'est en 2015 que ça a été dit dans cette salle, par un ancien ministre de la Défense devenu Premier ministre quelques années plus tard. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. Je me rappelle en cette période, celui qui faisait office de ministre de la Défense, il a même répliqué dans la presse en disant qu'il les laisse travailler. Que ce n'est pas à lui de leur dire ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir des milliers de morts civils et militaires pour dire que la meilleure défense c'est l'attaque. On n'a pas besoin de ça. Donc il n'y a rien de nouveau, et rien du tout. Mais les commentateurs ont pris pour dire oui, il y a une nouvelle, il y a un changement dans la stratégie. Mais il n'y a rien du tout. On n'avait pas besoin de ça pour passer à l'offensive. Une armée qui gagne, c'est une armée qui prend l'initiative, qui garde l'initiative, qui passe à l'offensive. Aucune armée n'a jamais gagné en s'asseyant et en se laissant attaquer. C'est pour dire qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à ce soi-disant changement de stratégie. Nous avons aussi entendu qu'il faut améliorer les conditions d'engagement de l'armée. Certains ont dit que c'est une nouvelle approche. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que quand vous partez sur la page Facebook des FAMA, vous avez un slogan qui dit clairement: quand on met les FAMA en mission, on leur donne les moyens. On n'avait pas besoin d'attendre. Ça, c'est le slogan des FAMA sur leur page. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais les gens ont applaudi.
Il y a des turiféraires qui ont applaudi, il y a des journaux qui ont fait des éditoriaux pour dire qu'il y a eu des changements. Mais il n'y a rien de nouveau. Mieux, à l'occasion du 22 septembre 2017, le chef de l'État disait, je cite, « Quand je pense à l'armée malienne, à ces braves hommes sur le terrain sans couverture aérienne, c'était pour moi une tragédie, un drame. » Ça, c'est à l'occasion du 22 septembre 2017. On est en 2019. Donc 2 ans après, ce qui a été dit, mais où est la suite? On vient répéter les mêmes choses. Et il se trouve des commentateurs, des grands analystes politiques qui disent qu'il y a vraiment du nouveau maintenant. Mais il n'y a rien de nouveau. Je voudrais insister sur le fait qu'il a parlé de l'union sacrée autour des forces armées de sécurité. Nous l'avons dit dans notre déclaration. L'armée malienne n'a jamais manqué du soutien de notre peuple. Jamais. Il n'y a aucune composante de la classe politique que je sache, ou de la société civile, qui s'est mise à vilipender l'armée. Bien au contraire. Quand vous voyez les déclarations des différents responsables de 2013 à maintenant, les quelques fois où l'armée a été attaquée, c'est par des gens qui en ont eu la responsabilité de la gestion. J'ai parlé d'un ancien ministre de la Défense qui est venu faire un exposé ici pour dire qu'il faut que l'armée passe à l'offensive. Ça veut dire que l'armée est statique. Il critique. J'ai vu un ancien Premier ministre qui a été responsable de la mort de plusieurs soldats, qui allait dans un pays étranger dire que les militaires maliens fuient au premier coup de fusil. J'ai vu un chef d'État menacer un chef d'État malien, vous avez tous vu, pour dire que si ça se répète encore, je ne vais pas le tolérer. Je vais vous chasser. Donc, qui vilipende l'armée? Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la société civile. L'armée a toujours bénéficié du soutien explicite et massif de notre peuple. La vérité, c'est que l'armée, c'est un outil de travail dans les mains du pouvoir politique. J'ai l'habitude de rappeler, dans plusieurs interventions, que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, autrement dit les militaires des colonies, étaient allés l'aider l'expuissance coloniale, il est de notoriété publique que les soldats les plus braves, c'est ceux qui venaient du Soudan et du Tchad. C'est pour cela que d'ailleurs dans leur milieu, la langue de communication c'était le bambara. Il est de notoriété publique, vous pouvez demander à Gao. Lorsqu'en 2015, Barkhane a traficoté avec les séparatistes et que les populations de Gao se sont soulevées, disons la MINUSMA, je m'excuse. Il y a eu un soulèvement, il y a eu 2 morts, au point qu'il y a un contingent d'un pays que tout le monde sait qui a été rappelé. Mais avant de partir, le chef militaire de ce contingent, il a dit aux populations de Gao que les jeunes que j'ai vus ici, qui malgré les morts, malgré les armes contre eux, ont tenu, l'armée qui sort de ce peuple ne peut pas être une armée de fuyards. Il y a autre chose qui paralyse votre armée. Donc l'union sacrée, c'est un appel juste que le chef de l'État a lancé, mais qui existe déjà. Il a parlé de reconnaissance, pour montrer la reconnaissance du pays. Je ne sais pas seulement quand il dit qu'on est en guerre, tout le monde le dit, en période de guerre, vous savez ce qui s'applique au détournement dans l'armée, dans les pays qui sont en guerre. Quand il y a des détournements massifs dans l'armée, on connaît ce qui se passe. Est-ce que c'est ce qui se passe chez nous? Pas du tout. Donc on lui retourne la question. Si on est en guerre, qu'est-ce qu'il fait en tant que chef suprême des armées? Je disais donc si on est en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il coupe le courant. Ah oui, il paraît que si on est en guerre, on coupe le courant. Mais mieux,
je fais peut-être une digression. Si on est en guerre, est-ce que vous avez jamais vu un pays en guerre qui change sa constitution pendant qu'il est en guerre? Donc c'est une question que je pose, elle n'est peut-être pas à propos, mais ça permet un peu de parler du sujet qu'il a abordé le dernier, parce que le dialogue national inclusif, sa finalité, on sait que c'est la révision de la Constitution. Or, c'est lui qui dit que le pays est en guerre. Voilà quelques éléments que je voulais ajouter aux réflexions qui ont été données par les uns et les autres. Merci bien, monsieur le Président. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord présenter mes excuses pour mon arrivée tardive. Je l'avais signalé. J'avais des engagements qui ne pouvaient être différés, qui ne tenaient pas qu'à moi, mais finalement on les a abrégés au maximum pour que je puisse me joindre aujourd'hui à vous. J'interviens pour essayer d'apporter une part de clarification à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Autour de cette table, beaucoup ont servi l'État au niveau le plus élevé. Nous avons donc la prétention de dire que nous connaissons un peu l'État et son fonctionnement. Mais les Maliens, de façon générale, connaissent l'État parce que le Mali, c'est un vieux pays. Des nations ont existé ici depuis des millénaires. Nous connaissons l'État, nous le respectons, nous connaissons ses contraintes. Ce qui nous empêche absolument de tomber dans la démagogie et dans le populisme. Chaque fois que nous faisons quelque chose, c'est parce que nous nous appuyons sur des éléments concrets et probants, non seulement pour dénoncer, mais aussi et surtout pour proposer des pistes de solutions. Cela m'amène à dire que nous ne reprochons pas au président de la République le fait qu'il y ait des attaques terroristes dans notre pays et qu'il faille faire en sorte que cela n'intervienne plus jamais. Les attaques terroristes, il y en a au Burkina Faso, il y en a au Niger, il y en a au Nigeria, il y en a en Afghanistan, il y en a en Irak, il y en a en Tunisie. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'attaques ou qu'on le condamne simplement parce qu'il y a des attaques. Ce n'est pas cela le problème. Nous savons aussi que la guerre qui nous est imposée est longue et difficile. Mais alors, qu'est-ce que nous reprochons? Nous reprochons ceux qui n'arrivent pas dans d'autres pays qui sont dans la même situation que nous, ou si cela arrive, les conséquences en sont tirées. Nous reprochons essentiellement deux choses: la mauvaise gouvernance généralisée avec des répercussions sur notre défense et sur notre sécurité collective, et la corruption à ciel ouvert avec ses manifestations et ses conséquences sur la vie de nos soldats et de nos concitoyens. Voilà ce que nous reprochons. Qu'est-ce que cela veut dire? Une armée se construit. Au cours de cette construction, on peut constater des difficultés, des insuffisances, des failles. Mais si cela est fait, on trouve des solutions pérennes. Nous ici, quelle solution a-t-on trouvé? On s'est mis, dans ce cas comme dans d'autres, dans un casting interminable. Lorsqu'il y a un défilé de mode, lorsqu'on cherche à savoir qui va être Miss, mais les gens défilent sans arrêt. Ça change, c'est normal. Mais quand on cherche un chef d'état-major général des armées,
Et quand on cherche un ministre de la Défense, ce n'est pas un défilé de Miss. On cherche qui peut. Et quand on se trompe dans le choix une fois ou deux fois, on ne choisit plus seul. On ne choisit plus sur la base d'intérêts mercantiles. On choisit en s'entourant de confiance, en s'entourant de conseils utiles et percutants. En ce moment, on se donne des chances pour atteindre les résultats que l'on se fixe. Ce faisant, construire une armée, c'est d'abord la tête de l'armée. Et là, nous voyons ce qui se passe, c'est comme un yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça... Non, on ne gère pas un État comme si on joue avec un yo-yo. Si cela est fait, les bons responsables sont trouvés. Ils travaillent dans la durée. Il y a un certain nombre de leviers sur lesquels il faut appuyer si on veut une vraie armée. Et sur tous ces leviers, il y a un mot qui revient: corruption, mauvaise gouvernance. C'est au moment du recrutement. Il n'est pas militaire qui on veut qu'il soit. L'armée ne peut pas être un élément, une variable d'ajustement sur le chômage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une variable d'ajustement, le recrutement dans les forces armées. Il faut qu'on en ait, un, la volonté, deux, les capacités physiques. Mais moi, je peux être militaire, simplement je ne peux pas. Je n'en ai pas les capacités physiques. Mais je peux servir mon pays ailleurs. Donc, que celui qui a les capacités physiques soit choisi. Chacun se rappelle, pas beaucoup ici, comment se faisait le recrutement hier, avant-hier, et comment cela se passe aujourd'hui. Il faut que cela change. Quand on a fini de recruter, on forme. Mais la formation, ce n'est pas de retirer ceux qui sont protégés, de faire le plus dur à ceux qui n'ont pas de protecteurs et de confier des responsabilités à ceux qui n'ont jamais eu de formation. Mais au premier coup de fusil, il arrive ce que nous savons. Nous ne pouvons pas avoir une armée solide sans régler la question de la formation. Ensuite vient la question de l'équipement de nos troupes, de nos forces de défense et de sécurité. Que n'a-t-on dit à ce sujet? Du vérificateur général aux journalistes, du citoyen lambda aux lanceurs d'alerte, pour dire voilà ce qu'on a détourné. Mais aujourd'hui, de ce jour, au moment où nous parlons, est-ce qu'un seul dossier a été ouvert au niveau de la justice sur ce sujet? Est-ce qu'une seule personne a été inquiétée? Mais quand on pousse l'outrecuidance jusqu'à sortir de l'argent pour acheter 6 avions et qu'on dise aux Maliens, voici les 4 avions qu'on a achetés avec l'argent des 6 avions, il faut quand même qu'on nous dise ce qui se passe. Donc, que ce soit au niveau des acquisitions comme de la gestion de l'existant, nous retombons dans les problèmes de corruption, dans les problèmes de détournement public, dans les problèmes de mauvaise gouvernance, et c'est ce que nous reprochons. Mais une armée, c'est le moral. C'est le moral des troupes. Et le moral, c'est beaucoup de choses. Ça peut se résumer en un mot, la reconnaissance. Allez-y voir les conditions de vie de nos éléments dans les casernes aujourd'hui. Ceux que l'on envoie à tel ou tel endroit, frontalier ou ailleurs, dans ce qu'on appelait des postes militaires ou des camps, comment peut-on imaginer un camp sans de l'eau disponible? Sans de l'eau disponible. Comment peut-on appeler un camp un endroit où on se voit à la bougie la nuit? Comment peut-on transformer une école non protégée en camp militaire? Non. Aucun Malien n'a refusé les milliards affectés
à la défense nationale. Maintenant, c'est à savoir l'usage qu'on en fait. Notre voix sur le front. On nous dit 54 personnes sont tombées à Indelman, 40 à Boulkessi ou ailleurs. Mais ceux qui sont tombés, ils ont un nom, ils ont un prénom, ils ont un numéro matricule, ils ont un visage. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Ce ne sont pas des animaux qui tombent, ce sont des humains. Nous avons besoin de les honorer en tant que héros nationaux. De ramener leur corps. C'est important pour les familles. Voilà tous ceux qui font partie du rehaussement du moral des troupes. On leur doit des médailles. Les décorations, ce n'est pas pour les amis seulement, c'est pour ces gens-là aussi. C'est ce qu'il faut faire si nous voulons avoir une armée. On a parlé aussi des stratégies militaires. Le choix appartient au chef militaire, absolument validé par le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées. Mais nous, qu'est-ce que nous avons dit? Après Boulkessi, c'est une semaine après qu'il y a eu un conseil supérieur de la défense nationale. Une semaine après. Qu'est-ce qu'on faisait pendant ce temps? Après Indeliman, c'est 48 heures après qu'il y a eu un deuil national. Décrété après, d'ailleurs, le journal officiel. On a fait passer des écritels. C'est 72 heures après que nous avons un discours de la nation. Le père de la nation, enfin, le chef de l'État, le père de famille qui doit rassurer sa famille dans l'épreuve, attend 48 heures pour parler. Imaginez que dans une famille, on en a connu, les inondations fassent que la maison tombe, que les enfants décèdent, et que le père de famille vient 3 jours plus tard. Ça correspond à quoi? Voilà ce que nous dénonçons et ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. J'en sors, on nous a dit, vous parlez, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, nous ne pouvons pas prendre les armes. On n'a pas la faculté, on n'en a pas le droit. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Essentiellement 3 choses que nous commençons. Que pouvons-nous faire si on ne conscientise pas, si on n'attire pas l'attention sur les défaillances que nous regrettons? Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de défaillances sur lesquelles attirer l'attention. Mais nous avons d'abord le premier devoir, de conscientiser. Nous le faisons. 2, nous devons travailler, chacun parmi vous, à ce qu'on cesse de se disperser. Que tous ceux qui sont en désaccord avec la gestion actuelle, avec les morts par centaines, dont on ne parle même plus, se mettent ensemble pour parler du Mali et sous la bannière du Mali, rien d'autre. Et je termine par une image qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Vous savez, le berger, il conduit son troupeau de derrière, jamais de devant. Mali en bas au fond. Merci. Merci, Président. L'objet de la rencontre de ce matin, c'est pour soutenir notre armée nationale. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tétanisés, nous sommes désorientés, nous sommes fatigués par la faute d'un seul homme qui n'a pas de vision, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Mais nous croyons à Allah. Nous croyons à nos forces de sécurité, de défense et de sécurité. Elles ont notre soutien total et effectif. Les nations fortes et respectées ont des armées fortes. Et la République, l'armée est le garant de la démocratie en République. Notre pays a plus jamais besoin d'un sursaut citoyen autour de nos femmes.
La guerre qui nous est imposée doit être menée aussi par l'armée que par les paysans, l'ouvrier, le fonctionnaire, l'éleveur, le pêcheur et l'entrepreneur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'avoir des armes sophistiquées et des avions de combat, mais aussi d'un renseignement efficace, parce que c'est ça aussi qui manque à notre armée. Au lieu de suivre les hommes politiques et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, l'argent investi au niveau des renseignements au Mali, qui est destiné normalement à renseigner l'armée, ne fait pas, l'homme qui est chargé de ça ne fait pas ce travail. Une armée sans renseignement ne peut rien faire. Ce renseignement doit être mené par des autorités compétentes au service de la nation. Ce renseignement doit être mené aussi par nous-mêmes, les populations civiles. On doit aider notre armée à être informée de ce qui se passe dans le pays pour qu'ils puissent prendre des dispositions pour combattre. Les stratégies développées aujourd'hui ont montré leurs limites. Notre armée doit cesser d'être cantonnée comme l'a dit l'autre. Et c'est elle qui a la solution et non une autre armée. Nous avons besoin, certes, du soutien de nos partenaires, mais ce n'est pas eux qui viendront libérer le Mali. C'est nous-mêmes, notre armée et nos populations civiles. Donc pour cela, il nous faut un chef suprême des armées qui a le carnet malien, qui défend les intérêts du Mali, qui ne défend pas les intérêts de notre pays. Pour cela, il faut que IBK démissionne. Parce que beaucoup me demandent qui est ce monsieur-là. Moi, c'est Aboubakar Abdou-Touré, je suis du cercle de Guiré, chef de village de Banay, président du parti politique Mouvement Social pour le Renouveau, MSR. Merci. Et aussi, je suis aussi professeur d'enseignement supérieur à l'Institut universitaire de Jésus. Merci. Merci, je sais que vous êtes fatigué, mais il était important que vous sachiez que autour de cette table, et même au-delà, vous avez des Maliens consciencieux qui s'inquiètent de l'avenir de notre pays, qui réfléchissent au quotidien. On aurait pu rester très longtemps, chacun partage son expérience, pour vous montrer que l'alternative que nous représentons de ce côté est une alternative qui est crédible. Et cette crédibilité qui nous fonde à vous inviter ici à discuter du Mali, à vous montrer en toute sérieuxité, si on peut parler comme ça, que nous sommes aussi le Mali et que nous défendrons le Mali tout le temps et en tout lieu. Je voudrais répondre rapidement à quelques questions qu'on peut appeler des questions d'actualité. J'ai rencontré le président et j'ai tweeté qu'on a parlé de questions d'actualité. Et votre question est une question d'actualité. Vous savez, moi je ne désespère pas, les gens sont impatients. Nous avons connu de août 2018 jusqu'à février 2019 des manifestations importantes dans ce pays. Au-delà du Mali, on a manifesté au-delà des mers, que ce soit à New York, Paris, que ce soit à Washington ou Madrid. Nous avons manifesté de Yélimane à Gao, et partout nous avons dénoncé de façon très très sérieuse la mauvaise gouvernance. Ça nous a unis et ça nous a montré la nécessité d'être encore plus ensemble pour éviter la spoliation des résultats des élections. Tout ce qu'on vit aujourd'hui part de ça. Vous ne pouvez pas avoir gagné à 70% et que 15 jours après, la majorité de votre peuple est dans la rue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ceci dit, nous avons tous ensemble essayé de décrisper. Et de février à maintenant, en novembre, je ne sais pas, ça fait 9 mois ou 10 mois, que je m'entretiens avec... Ah, il a coupé le courant. Ah, ça va venir, ça va venir.
que je m'entretiens ça marche plus? Voilà. Que je m'entretiens régulièrement avec le président et en tête à tête. Nous avons eu, je ne sais pas, 12 heures, 13 heures, 15 heures d'entretien. Mais en vérité, quand rien n'en sort, c'est normal que vous interrogiez. Tout ce qui a été convenu entre nous ne s'est pas fait. C'est désespérant parce que beaucoup d'espoir était fondé sur ça. Et la dernière rencontre a été une rencontre gentille, pas la peine de vous donner des détails. Mais manifestement, il n'y a eu aucune proposition pour avancer et donner le sentiment aux Maliens que nous sommes sur un bon chemin. J'avoue que j'en suis un peu fatigué. J'en suis un peu fatigué. Donc, Koba, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Et je crois que là où nous sommes aujourd'hui, s'il y a quelque chose d'important, proposition importante, qui peut faire avancer, il appartient au président de le dire clairement et à l'ensemble de la nation avec Oumpa Bobel à quoi. Ce serait plus facile. Ce qui concerne l'appréciation du ministre des Finances de France sur le Tchad, si le Tchad est fiable, peut-être que nous ne sommes pas fiables. S'il y a une autre opération, vraiment je laisse au gouvernement de réagir parce que nous n'avons ni été consultés ni sollicités dans ce domaine. Il est évident qu'il y a beaucoup de tâtonnements, qu'il y a beaucoup de résultats insatisfaisants, ce qui peut expliquer qu'il y a encore de nouvelles initiatives. Mais je suis d'accord avec ceux qui ont dit que ça doit se faire avec les Maliens, avec les soldats maliens, avec les forces maliennes, pour que nous nous approprions l'ensemble de notre territoire par notre propre force. C'est extrêmement important pour assurer notre liberté, notre dignité et surtout notre souveraineté demain. Nous devons travailler aussi pour demain. On m'a demandé pourquoi la majorité et l'opposition ne manifestent pas ensemble. Il semble que la majorité a une manifestation vendredi. C'est ça, hein, ce que j'ai appris. Mais vous savez, c'est une question de prendre de la hauteur. Il fut un jour où il y a eu le MOC de Gao qui a été attaqué. Il y a eu 80 morts. Ce jour, chef de file de l'opposition, j'ai appelé Tereta, qui était le chef de la majorité, pour lui dire que nous devons manifester ensemble. Je l'ai convaincu. Je lui ai même donné le leadership pour que ça marche. Et on a fait cette à la place de la Colombe. Et nous sommes transportés ensemble jusqu'à Gao pour voir les blessés, pour réconforter les familles endeuillées, pour montrer que la nation malienne est capable de sursaut si c'est nécessaire. L'initiative est venue de nous. Aujourd'hui, il y a une initiative partisane qui est plus là pour du folklore, qui est plus là pour dire nous aussi on va faire quelque chose pour soutenir l'État et vraiment sans juger, avoir un jugement de valeur sur les personnes qui sont devant. Je ne pense pas que ce soit vraiment crédible et que ça. Nous, ici, FSD, avec l'aimable participation du général Cinco, avec d'autres forces qui ne sont pas là aujourd'hui, tous ensemble, nous avons pensé qu'il faut se rencontrer. Et cet après-midi, à 15h, il y a une réunion de toutes les associations concernées, les partis politiques concernés, les regroupements concernés, pour voir quelle est la meilleure période, quel est le meilleur moyen d'action pour montrer au peuple malien que trop c'est trop, que ça suffit et que nous ne pouvons pas continuer seulement à compter nos morts et à faire des minutes de silence. Vous serez donc avertis largement à temps. Et nous comptons sur la presse malienne qui a joué un rôle extrêmement important. Et je vous félicite pour cela, pour faire connaître nos points de vue, pour poser des questions extrêmement pertinentes qui nous obligent à sortir de nos tripes les bonnes réponses, mais toujours pour le Mali, pour que le Mali puisse avancer. Donc nous sommes sur ce travail-là
et nous allons agir en conséquence. Mais nous espérons tous être tous ensemble. C'est une initiative commune. Nous sommes en train de voir seulement quel est le meilleur chemin pour aboutir et le meilleur jour pour manifester. On a parlé de l'ORTM. C'est vrai. J'ai cru comprendre d'ailleurs que l'association Adéman a été voir le ministre pour lui dire que trop c'est trop. Et le ministre a avoué que des fois ça passe au-dessus de sa tête et que lui-même il découvre parfois certaines choses à la télé. Vous savez, il y a eu l'intervention du président. Et l'ORTM a couru après l'opposition pour pouvoir réagir. Bon, on a trouvé un anneau sacrificiel et Moutara s'est commis à cela. Moutara, dans son beau français et avec sa capacité de synthèse, a demandé combien de temps j'ai. Ils lui ont dit 3 minutes. Il a dit dans ce cas, je vais parler 2 minutes 30 pour être sûr que vous n'allez pas me couper. Eh bien, ils n'ont pas la même montre, ils n'ont pas le même chronomètre. Moutara a parlé 2 minutes 30, il est passé à la télé, quoi, 1 minute, environ 1 minute. Le reste, peut-être, c'est à venir, c'est comme les feuilletons, ça viendra l'année prochaine. Quand on a une télévision aux ordres comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des programmes de ce genre. On banalise les choses, les gens meurent, on fait des saumons, les gens meurent, on fait la fête. Il n'y a pas d'élément de formation, il n'y a pas la bonne information. Et je crois que cela dépend fondamentalement du gouvernement et de ceux qui gèrent l'information. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous félicite, parce que ceux qui ne sont pas aux ordres, vous faites votre travail consciencieusement et vous voyez bien que personne ne vous a mordu, personne ne vous a frappé, donc continuez dans ce sens. Vraiment, je vous félicite. Le dialogue national inclusif, nous avons déjà tourné cette page. Nous sommes des hommes politiques. Nous avons analysé la situation. Les FSD allaient très loin, nous sommes allés jusqu'au débat, comment ça s'appelle ça, la validation des TDR. Mais nous étions venus sur 600, ça fait moins de 4%. Moins de 4%. Nous avons été et nous avons posé nos conditions. Vous avez vu dans la presse cette condition majeure pour qu'on puisse y aller. Mais nous sommes des hommes politiques. Chacun de nous a réuni ses instances. Nous avons décidé de ne pas y aller. Nous avons donné cette information, quelque part cette instruction, à nos militants depuis les communes jusqu'aux régions. Ils ont respecté notre mot d'ordre. Mais qui nous sommes pour dire, bon, bien qu'ils n'ont pas été, nous on va y aller, parce que nous sommes des présidents du parti. Mais nous sommes présidents parce qu'eux le veulent. Nous comptons parce qu'eux nous suivent. Si on les trompe, on leur dit n'y allez pas et que nous derrière on y va, mais c'est de la duperie. Nous ne pouvons pas faire ça. Que ces gens ne se trompent pas, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que nous sommes issus d'un pays et d'un peuple digne et fier. On ne dira pas demain que nous sommes partis pour aller prendre de l'argent ou pour aller chercher des postes. On n'avait qu'à y réfléchir avant. Et nous avons réfléchi. Et ce dialogue pour nous, c'est une page tournée. Et vous avez vu qu'on n'en a même pas parlé. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le soutien à notre armée. Notre armée a besoin de soutien financier, matériel, moral. Il a besoin, les soldats ont besoin de savoir s'ils meurent au champ, comment nous, les survivants, nous allons les considérer des héros, comme dit l'autre. Que vont devenir leurs enfants? Je propose qu'on pourvoie à leurs études. Que vont devenir leurs épouses? Vous savez, la plupart de ces jeunes, ils ont 22 ans, 23 ans. Très peu ont 2 gosses, 2 enfants. Un enfant, c'est la fleur de l'âge. Cette femme, on l'appelle, on dit que votre mari est décédé, on lui envoie 5 kilos de riz et 5 000 francs CFA, et l'affaire est bouclée. Mais ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Les gens sont enterrés avec leurs chaussures, sont jetés dans les fosses communes. Ce n'est pas digne. La nation doit être reconnaissante. Nous qui avons eu la chance de voyager, il y a des pays où on va visiter les cimetières.
On va se recueillir sur ceux qui sont morts pour la patrie. C'est ce qu'il faut faire dans notre pays. Il faut restaurer cette dignité. Il faut montrer de la reconnaissance pour que notre pays puisse avancer. Vous savez, avec toutes ces attaques, chacun de nous est bien informé aujourd'hui. À Boulikesi, il n'y a pas de forage, il n'y a pas d'eau. Pour ceux qui parlent de Boulikesi, ça veut dire les nouveaux puits. Ça veut dire que c'est déjà un village construit sur la problématique de l'eau. À Itelamine, pas d'eau. Vous savez, c'est quand les militaires vont chercher de l'eau, la corvée d'eau à 4 h du matin, ils trouvent des mines, ils sautent dessus, ils meurent. Ou au retour, on les tue, on leur prend leur véhicule, et ce véhicule permet de rentrer des explosifs dans le camp. Et ça, c'est inacceptable. Un forage, c'est quoi? 5 millions, 10 millions de francs CFA. Qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui est détourné? Mais détourner, mais faites le minimum. Sauvez les vies humaines, donnez-les de l'eau à boire, faites en sorte qu'ils se sentent bien. Non, ce n'est pas fait. C'est tout ça que nous dénonçons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons montrer à l'armée malienne que nous la soutenons, que nous allons continuer à la soutenir. Il y avait une autre question, j'ai essayé de répondre rapidement. Concernant l'Assemblée nationale, nous avons introduit une demande d'enquête parlementaire sur les avions coulés au sol. L'Assemblée nationale du Mali a été responsable. Elle a accepté à l'unanimité de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Cette commission contient 15 personnes. Le président de la commission est de la majorité, le rapporteur de la commission est de l'opposition. Ils m'ont invité, je suis venu, et je leur ai expliqué les motivations de ma requête. Première chose, c'est le chef de l'État qui dit que les avions sont coulés au sol, qui dit que ce n'est pas acceptable pour la crédibilité du régime, pour la crédibilité de l'Assemblée nationale. Il faut bien vérifier pourquoi ça a été. La deuxième raison, qui me paraît aussi importante, sinon plus, c'est que dans la situation actuelle, et Choguel a rappelé sur les déclarations du président jusqu'en 2017, pour combattre les djihadistes, pour combattre ces forces qui sont autres, comme on dit, une guerre asymétrique, en tout cas tous les spécialistes le reconnaissent, Cinco certainement avec moi, que la seule façon, c'est l'arme aérienne. Il faut des hélicos, il faut des avions pour pouvoir survoler. Quand une quarantaine de motos attaquent, vous ne pouvez pas les poursuivre avec une voiture, ce n'est pas possible. Il faut des avions. Puisqu'il n'y a pas d'avion, les gens meurent. Si les gens meurent comme ça, ça veut dire qu'on les a quasiment assassinés. On les a laissés mourir. Et on sait qu'il faut ça. Et l'Assemblée nationale a voté le budget, je vous ai dit 1230 milliards. On va acheter des tabous, on va acheter des choses qui ne bougent pas, qui ne volent pas. C'est la responsabilité qu'il faut situer. Qui a fait ça? Qui a détourné? Qui a choisi ces appareils? Qui a fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'appareil? Mais entre-temps, les gens vont mourir. Et mieux, le chef suprême des armées dit à la télé, vous inquiétez pas, j'ai pas d'hélico. Ça veut dire une invite à l'ennemi. Mais vous pouvez attaquer. Non seulement on est cantonné dans un camp, on n'a pas d'eau à boire, et puis il n'y a aucun risque, il n'y a pas d'avion pour vous chasser. Mais c'est inacceptable. L'enquête va se faire. Ils ont 2 mois pour le faire. Moi, j'ai confiance en mes collègues. Et après notre exposé, ils nous ont félicités et nous ont remerciés. Ils n'ont pas du tout pris ça mal, bien au contraire. Ils ont dit que c'est l'occasion pour l'Assemblée nationale de montrer au peuple malien qu'elle est responsable. Qu'elle est responsable, qu'elle va aller au bout de cette enquête. Et que tous ceux qui sont coupables, en tout cas, seront dénoncés et certainement la justice va reprendre le relais. Vous savez, tout ça c'est dramatique. C'est d'autant plus dramatique que de moins en moins d'enfants vont à l'école. C'est dramatique parce qu'il n'y a plus d'investissement dans le pays. Et pourtant, l'argent sort, et pourtant, il y a des marchés qui se passent, et pourtant, le pays est bloqué. C'est le seul pays
où rien ne se passe de façon correcte, de façon sérieuse, où la corruption gagne du terrain, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde en a parlé. C'est tout ça qui nous fonde à dire, si nous ne réagissons pas, mais nous allons dans le trou, amenés par le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, vous dire que nous allons continuer, il ne faut pas désespérer de quoi que ce soit. Chaque chose en son temps, chaque chose mérite une mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que nous sommes déterminés à continuer cette action. Nous sommes déterminés avec tous les patriotes qui le veulent, avec tous ceux qui veulent lutter contre la gabegie, avec tous ceux qui veulent que ça change. Nous sommes déterminés à dire que ça suffit et qu'il faut prendre un autre tour. C'est pour ça que nous allons agir. Nous avons besoin de votre concours, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de la mobilisation de l'ensemble des Maliens. Comme l'a dit un de nos panélistes ici, la colère du peuple, c'est quelque chose de terrible. Et le Mali en train de gronder, il y a une colère là, sournoise, comme un tonnerre qui va bientôt éclater. Vraiment, je vous remercie. Non, c'est pas la peine. Ah, il y a pas de... Pardon? Pardon, la dernière question, c'était quoi? Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. Il y a... Nous, on considère qu'il n'y a que FSD, hein? Bien que j'ai vu à la télévision malienne, au journal de 20h, nos camarades être présentés comme FSD. Le Front de sauvegarde de la démocratie a été créé sur la base de la contestation des élections. Donc j'ai eu la chance d'avoir un rassemblement autour de moi. Nous avons lutté dans ce sens. Franchement, ce qui est important, c'est l'éthique et la morale. Et nous sommes dans l'éthique et la morale. Merci. Est-ce qu'on peut s'élever pour l'hymne national? Ok. Barbara, il fallait poser vos questions. Chef, s'il vous plaît. 1, 2 et 3.